Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. L'ancien premier ministre du Canada, Brian Mulroney, s'est éteint à l'âge de 84 ans, fils d'électricien. L'héritage de celui qui aimait se présenter comme le petit gars de Bécomo est colossal. Pensons à l'accord de libre-échange, la lutte contre l'apartheid, l'accord du lac Mead. J'en parle avec Stéphane Bureau. Salut Stéphane. Salut Alexandre. Tu as connu M. Mulroney d'ailleurs, hein? Je l'ai connu et je l'ai vu opérer de très près, particulièrement dans les coulisses de Washington où il avait beaucoup d'influence. Je pense que peu de premiers ministres depuis. Puis je ferais même le pari qu'il n'y a pas eu de premiers ministres qui ont eu autant d'ascendants à Washington depuis que M. Mulroney était lui-même premier ministre. Puis je range dans ce camp-là aussi Jean Chrétien, qui a été très, très influent et qui a une très bonne relation avec Bill Clinton, mais c'est clair qu'il avait bâti quelque chose d'unique et de particulier. Et je me suis réveillé ce matin surpris de mon émotion devant la nouvelle, de ce que j'ai eu toutes sortes de pensées qui se sont bousculées, parce que c'est un grand personnage. Comme tous les grands personnages, il y a un bilan contrasté, on trouvera tout ce qu'on veut y chercher, mais j'ai plutôt envie de me concentrer ce matin sur la face lumineuse du bilan et du personnage, parce qu'on le sait, il y avait aussi une face plus sombre, qui a fait d'ailleurs l'objet de plusieurs enquêtes. On peut revenir longuement sur l'histoire d'Airbus, des rétrocommissions qui auraient peut-être possiblement été payées à M. Mulroney. Mais j'ai pas envie de le faire parce que d'autres pourront le faire et que c'est peut-être pas le jour idéal. Mes pensées vont d'abord à la famille de Monsieur Mulroney et de ses amis qui perdent un personnage très conséquent. Tu le disais tout à l'heure, un bilan colossal et aussi le contrasté parce que si on parlait de TPS par exemple, à l'époque, ça lui a pas valu une très, très grande popularité. C'est peut-être même une des raisons pour lesquelles les conservateurs ont été sortis à coups de pied dans le derrière quand ils ont quitté le pouvoir. Je pense qu'ils sont tombés, là, ma mémoire est pas là-dessus assurée, mais ils sont passés de 156 sièges à 2 aux élections où ils ont perdu le pouvoir. C'est donc dire que c'était toute une dégelée. La TPS n'y était pas pour rien. Or, aujourd'hui, je ne vois pas un seul gouvernement fédéral qui voudrait s'en priver. Monsieur Chrétien a souvent dit que, contrairement à son prédécesseur Mulroney, il avait, lui, bien mené la politique budgétaire du pays, fait en sorte qu'on soit un petit peu moins endetté, que le déficit annuel soit moins grand. Alors, c'est vrai, ils ont fait des choix avec M. Martin qui leur ont permis de sortir le Canada du pétrin, parce qu'au début des années 90, on était très, très, très mal vu par la communauté internationale. On était à risque même d'être placé sous la loupe du Fonds monétaire international ou de la Banque mondiale. C'est donc dire qu'on n'était pas les premiers de classe, mais c'est la TPS qui a été aussi un des outils pour permettre au gouvernement d'aller chercher les revenus dont il avait besoin et qui encore aujourd'hui fait la différence quand on veut essayer d'équilibrer les comptes. L'entente de libre-échange, c'était pas non plus gagné d'avance, particulièrement, je dirais, à Toronto, où il y avait beaucoup, beaucoup de résistance chez les intellectuels, dans les milieux financiers torontois, beaucoup de résistance. Le Québec était plus ouvert au libre-échange et là-dessus, M. Mulroney en a fait vraiment une bataille de principe. Je pense pas non plus aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gouvernements canadiens qui voudraient revenir en arrière sur la question du libre-échange. Il faut voir avec l'énergie avec laquelle le gouvernement de M. Trudeau s'est battu quand Trump a été élu et qui parlait de rouvrir l'entente, ce qu'il a d'ailleurs fait, mais voir l'énergie donc que ce gouvernement libéral a mis pour protéger, en déléguant Mme Friedland, en faisant en sorte que ça soit une priorité du gouvernement, parce qu'on ne veut pas revenir en arrière. C'est clair que ça a favorisé le Canada et l'économie canadienne. Alors, il y a certains travailleurs dans... M. Mulroney avait conseillé Justin Trudeau aussi pendant cette période-là. Il s'était tourné vers M. Mulroney. M. Mulroney est le conseiller officiel ou officieux d'à peu près tous les gouvernements depuis qu'il a quitté le pouvoir. Et je te disais, j'ai envie de remonter aux années où moi je l'ai vu opérer, parce que Brian Mulroney avait, à Washington et dans plusieurs capitales, un aura, une force que je n'ai pas vu souvent d'autres politiques avoir. C'était remarquable. Et je suis retourné dans ma machine à souvenirs. Moi, j'avais en réveillant ce matin, une pensée pour une conférence de presse
à Kennebunkport, c'était le 26 août 1991. Alors, Kennebunkport, c'était ce qu'on appelait la Summer White House, la Maison Blanche estivale, par rapport à Camp David, qui est la retraite présidentielle officielle au Maryland, pas très très loin de la capitale Washington. Mais Kennebunkport, c'était la résidence familiale de la famille Bush. Elle y est d'ailleurs toujours, cette résidence, je pense. C'est magnifique, c'est majestueux. Et Kennebunkport, donc sous la présidence de George Bush, est devenu le camp d'été. Et les journalistes qui couvraient les activités de la Maison-Blanche, j'étais correspondant à Washington pour TVA à ce moment-là, se rendaient donc à Kennebunkport pour couvrir les activités estivales du président. Et le 26 août 91, c'était un moment extraordinaire et particulièrement aujourd'hui, quand on pense à ce qui se passe avec l'Ukraine et avec les prétentions russes sur cette portion du monde, les pays baltes, Brian Mulroney, aux côtés de George Bush, annonce la reconnaissance officielle de l'indépendance des trois pays baltes. Et les deux discutent de ce qu'à très court ou moyen terme, il faudra reconnaître l'indépendance de l'Ukraine. Et c'est un modèle de maïstrat, mais in vivo, où on voit le talent de la bête politique Mulroney à côté du président des États-Unis, après que le président eut à de nombreuses occasions souligné la contribution de Mulroney, de ce qu'il était très heureux de l'entendre et de l'écouter, d'être le bénéficiaire de ses conseils diplomatiques. Puis je pense pas qu'il était là pour le flatter dans le sens du poil. Il le croyait vraiment. Monsieur Bush pensait que Mulroney était un partenaire d'affaires sur la scène internationale très importante. Et c'était de voir, donc, je parlais de la maestra, la fluidité avec laquelle il opérait, donnant la parole aux journalistes américains en les interpellant par leur petit nom. Je me souviens très bien, Ann Compton, qui n'était pas la première correspondante à la Maison-Blanche. Il y avait Sam Donaldson qui était la super vedette. Ann Compton était comme la numéro 2 ou 3. Bang! Anne. Alors, on dira c'est un détail. Non, c'est pas du détail. C'est du cousu humain et c'est la preuve d'une sensibilité, d'une intelligence. Et de ce que, d'abord, il écoutait les nouvelles américaines comme il écoutait les nouvelles canadiennes. À côté de ça, d'ailleurs, il y avait la voix, je dirais, qui porte de Julie Miville-Deschênes, parce que je suis allé revoir ce matin la conférence de presse au complet. J'étais à côté, je me rends compte qu'on ne m'entend pas. J'ai été probablement intimidé par Julie Miville, qui était correspondante de Radio-Canada et qui se fait entendre et qui réussit à obtenir l'attention de Brian Mulroney et qui fait un gag, d'ailleurs, avec le président Bush, et qui dit à elle, on refuse pas la parole. C'est extraordinaire. Donc, il y a ce côté humoristique, mais en même temps, le Canada qui montre la voie parce qu'on a reconnu l'indépendance des pays baltes avant les États-Unis. Puis il y a plusieurs journalistes américains qui disent au président, mais comment se fait-il que le Canada peut le faire et d'autres le font et que nous le faisons pas? Évidemment, il s'explique dans les circonstances. Mais pour moi, c'est l'incarnation de son génie, de son talent et de sa capacité de se faire entendre. Il avait fait quelque chose de surprenant, ça sera beaucoup souligné, évidemment, parce que c'est un premier ministre conservateur, mais pris les devants aux Nations unies pour lutter contre l'apartheid et faire en sorte que ce régime tombe. Et Brian Mulroney y est pour beaucoup. Alors on se dit, qu'est-ce qu'un conservateur va faire dans ce film-là, d'autant que Margaret Thatcher, conservatrice anglaise, était pas du tout de la même opinion. Et c'est M. Mulroney qui a réussi à, pas seul, mais qui a certainement lubrifié les rouages de la diplomatie, particulièrement au sein du groupe du G7, et qui a montré la voie, qui rappelait en 1991 que avant que les Américains choisissent de déclencher la guerre à Saddam Hussein après son invasion du Koweït, rappelait, j'ai dit à Bush, on est d'accord, on sera avec vous, mais si et seulement si vous passez par le Conseil de sécurité. Pensez au reste du monde si on disait les États-Unis partent en guerre, mais leur grand ami, le Canada, n'est pas dans le coup. Et effectivement, le président Bush, à ce moment-là, avait choisi de passer par le Conseil de sécurité, par les Nations unies, pour légaliser, je mets des guillemets, mais oui, l'opération militaire qui va permettre de mater Saddam Hussein en 1991. C'est pas un détail. C'est pas un détail non plus qu'on retrouve comme seul dignitaire étranger à prendre la parole, si ma mémoire est bonne, en 2018, au funérailles de George Bush. Non, de George Bush. C'est Brian Mulroney, je pense, qui est le seul dignitaire étranger à prendre la parole. Un témoignage très émouvant, est très proche de la famille. Reagan,
t'as aussi raison. C'était deux grands amis. Le sommet de grands amis, c'est là que probablement tout commence pour cette relation puissante entre le Canada et les États-Unis. Le fameux sommet de Shamrock à Québec en 1985, qui ne s'est pas conclu, mais qui connaît, je dirais, son acmé au Grand Théâtre à Québec, où côte à côte, le président Reagan et Brian Mulroney, avec leur meilleure voix de baryton, chantent une chanson irlandaise, parce que je pense que c'est la Saint Patrick, et ça vient de façon presque caricaturale donner le ton de cette unique relation, je pense, dans les annales de ce qu'ont été les relations entre le Canada et les États-Unis, parce qu'il faut voir que ça n'a pas toujours été facile entre M. Trudeau père et Nixon. Je te fais l'économie de toutes les épithètes qui ont été proférées par Nixon à l'endroit de Trudeau. Ça n'a pas toujours été facile. Et comme tu l'as souligné, il a toujours gardé en coulisses un rôle super important. À l'élection de M. Trump, le premier, je pense, à rétablir un peu les lignes de communication ou à les établir en Floride, c'est Brian Mulroney qui va voir M. Trump et qui commence en coulisses à faire en sorte que le dialogue, disons, entre M. Trudeau et Trump soit facilité. Il y a continuellement été cette passerelle entre Ottawa et Washington très, très importante. Et je m'en voudrais de ne pas parler des pluies acides parce que c'est un dossier aussi que j'ai couvert à Washington quand j'étais correspondant. Il faut voir parce qu'il y a personne qui a aujourd'hui 30 ans qui se souvient très, très bien de ce que sont les pluies acides. Mais avant qu'on soit terrorisé par les changements climatiques, je dirais une des manifestations les plus patentes de ce qu'il y avait de quoi de foquer au royaume de la météo, c'était ces fameuses pluies acides qui étaient provoquées par le cœur industriel des États-Unis, la fumée produite aussi par ce cœur industriel, qui venait faire en sorte que les nuages, littéralement, étaient remplis de cochonneries, qu'on avait des pluies acides qui se déversaient sur une grande partie de l'Amérique du Nord, avec des conséquences désastreuses pour l'agriculture, pour plein de choses. Et on disait, c'est pas jouable, ça va coûter des points de produit national brut si on force une conversion pour que ces industries soient plus productives. Il y avait une résistance extraordinaire du milieu des affaires. Et c'est un des dossiers sur lesquels s'est penché le gouvernement de M. Mulroney avec les Américains et avec succès. Je veux dire, on n'en parle pas aujourd'hui, mais c'est la preuve que quand on se met à l'ouvrage, on peut changer les choses. Et c'était perçu avec nos lunettes de l'époque comme une espèce de barrière infranchissable, quelque chose qui ne serait jamais solutionné. Or, c'est tellement solutionné que c'est quelque chose dont on ne parle plus. Et c'est un accomplissement majeur. La preuve, donc, que quand le personnel politique se retrousse les manches avec une volonté populaire, parce que les gens étaient aussi conscients des enjeux, on peut régler un certain nombre d'affaires. Et c'était vrai à la grandeur de toutes les administrations. C'est-à-dire que si M. Mulroney, avec ses interlocuteurs, que ce soit Reagan, Bush ou Clinton, avait de bonnes relations, c'était vrai en dessous. C'est-à-dire que c'était vrai de notre ambassadeur à Washington, Derek Burney, qui était un ancien Sherpa pour le premier ministre et qui, à Washington, avait une puissance de feu remarquable, qui était, écoutez, moi j'ai vu Derek Burney opérer. Le secrétaire d'État, M. Baker, levait le téléphone quand il appelait. On disait c'est le deuxième bureau ovale de Washington. Il y avait celui du président, puis il y avait celui de l'ambassadeur canadien, parce que c'est un bureau effectivement ovale magnifique qui donne sur le Congrès. Ça donne la mesure de l'influence qu'avait en ces temps-là le Canada. C'est pas encore possible, évidemment, mais je n'ai pas souvenir qu'on ait si bien rayonné. Et ça allait dans le menu détail aussi. Quand on attendait le premier ministre pour faire une entrevue, parce que je souligne qu'à de nombreuses occasions, il a fait des détours pour aider TVA. On a une petite opération à Washington. On n'était pas Radio-Canada, puis on ne le sera jamais, évidemment. Mais sachant justement qu'on n'avait pas les moyens, à l'occasion, il faisait un détour pour venir nous donner une entrevue, pour nous accommoder. Et quand on s'installait, évidemment, il est précédé par les services secrets qui viennent s'assurer que tout est en ordre. Puis ce n'est pas une blague. J'ai pas un souvenir d'une fois où les services secrets américains qui le précédaient pour l'installation, parce qu'il est protégé pas juste par la GRC quand il était aux États-Unis, mais par les services secrets. J'ai pas un souvenir d'un moment où les agents
n'avait pas la banane comme ça en disant hey, c'est tellement cool quand c'est le premier ministre, on l'aime, il nous connaît par notre petit nom. Alors, il faisait du retail politics, c'est-à-dire de la politique vraiment au détail, du commerce au détail, avec tout le monde, y compris ceux qui le protégeaient. Ça doit être encore le cas ou devait être encore le cas, possiblement, parce que j'imagine qu'en Floride, il y avait une protection même s'il n'était plus premier ministre. Et j'en ai pas vu un agent qui n'était pas content de le protéger. Alors, tu me diras, c'est une anecdote. Oui, c'en est une. Mais elle parle du personnage et c'est de celui-là dont je me suis souvenu ce matin avec beaucoup d'émotion ce matin. Je me répète, ça fait beaucoup de matin dans mes phrases, mais c'est probablement proportionnel à ce que... Ben, je savais qu'il était très malade. Je l'ai revu à l'occasion à Montréal. Mais je pense qu'on perd quelqu'un dont on mesure mal la Ah ouais. contribution, malgré tout ce qu'on va dire et écrire au cours des prochaines heures et des prochains jours. Euh, c'est un grand chef d'État. Et un grand chef d'État qui mérite tout ce concert d'hommage. Oui. Stéphane, merci beaucoup de nous avoir Comme partagé on ces s'est dit au souvenirs-là. départ, il y a du gris, il y a du noir, il y a du Oui? blanc. Il n'y a Ah oui? pas beaucoup de chefs d'État qui construisent leur bilan sans des fois mettre le pied là où ils ne devraient pas le faire. Est-ce qu'il y avait une forme puis je veux pas terminer là-dessus, mais je le fais un peu. Est-ce qu'il y avait de la cupidité chez Brian Mulroney? C'est possible. Est-ce que ce serait le seul dans l'histoire de la grande politique à pêcher de ce point de vue-là? Probablement pas, mais je ne voudrais surtout pas, en tout cas, qu'on oublie, qu'on oblitère tout ce qu'il a fait, y compris sa main tendue au Québec. D'autres pourront décrire ça beaucoup mieux que moi, qui ont été aux premières loges de cette audace politique qui n'a jamais été récompensée. Mais comme il le disait lui-même, et je trouve ça formidable, je préfère m'être trompé en essayant, trompé au sens où ça n'a pas marché, que d'avoir renoncé à ce que le Québec puisse réintégrer le giron constitutionnel dans l'honneur et l'enthousiasme, comme il disait. C'est assez formidable. Merci, Stéphane. Ciao.